Bienvenue dans le podcast Se traiter en première classe, où chaque épisode est une invitation à explorer le voyage le plus significatif de ta vie, celui vers la version de toi-même qui te rend humble et fier. Je suis Émilie Antoine, psychologue, experte en gestion mentale et émotionnelle. Je suis également la fondatrice de mapsyenlignechaismoi.fr. Ici, nous croyons fermement que se traiter en première classe n'est pas un caprice, mais un acte d'amour et de considération envers soi-même et envers autrui. Dans ce podcast, je te donne des clés pour dépasser tes croyances limitantes, tes blocages, tes autosabotages et faire évoluer ton mindset et ta gestion émotionnelle sans souffrir et sans galérer. Ensemble, nous allons dénouer les nœuds qui t'empêchent d'être une femme plus confiante, plus sereine, plus épanouie. Avec ma méthode innovante, testée et approuvée, qui allie la profondeur de la psychologie, un coaching de déclic impactant, garantie sans blabla, new age sectaire ésotérique, je t'apprends et t'accompagne pour que tu puisses développer une relation saine et authentique avec toi-même et avec les autres. Se traiter en première classe commence maintenant. Très jeune, j'ai eu conscience de la mort parce que mon père était malade du cœur et qu'il a enchaîné les infarctus assez régulièrement. De mémoire, je pense que je devais avoir moins de 7 ans quand ça a commencé. On n'avait pas manqué de me rappeler à plusieurs reprises que, pour paraphraser, le prochain, donc infarctus, pourrait être le fatal. Lorsque mon père s'assoupissait sur le canapé en regardant la télé, je marquais souvent un arrêt pour observer son torse afin de vérifier que sa respiration était toujours présente. J'ai fait ça quand j'étais enfant, j'ai fait ça quand j'étais adolescente et j'ai continué de le faire adulte jusqu'à sa fin. Dieu merci, notre Seigneur nous a accordé un délai puisque j'ai pu profiter de mon père jusqu'à mes 30 ans bien passés. J'ai eu l'honneur de l'accompagner jusqu'à la fin et je n'oublierai pas son dernier souffle lorsque je l'ai pris dans mes bras après sa mort. Sa vie s'est arrêtée alors que je faisais un rapide aller-retour entre l'hôpital et mon appartement. La perte d'un parent, c'est certes une chose qui nous marque à vie. On n'oublie pas et c'est pas du tout le but. On apprend à vivre avec le manque, on développe sa résilience et son autonomie, ou pas. C'est là où le bas peut blesser, si je peux dire ça comme ça, car il arrive que cette étape qui est notre mort, notre propre mort, puisse nous tétaniser au cours de notre vie. Personnellement, lorsque j'avais 16-17 ans, j'avais de violentes migraines qui me stoppaient parfois alors que j'étais en train de rentrer du lycée vers chez moi. Je me vois encore descendre la côte de Claude Gelée, parce que mon lycée s'appelait le lycée Claude Gelée, et m'arrêter en fait net parce que j'avais vraiment, je sais même pas, un espèce d'éclair en fait qui me traversait la tête et je pouvais plus avancer. C'était tellement fréquent que franchement je m'étais presque préparée à trépasser d'un AVC. Et alors je sais pas si c'était lié, mais figurez-vous que je m'en suis rendu compte pendant que j'écrivais ce podcast, mais que je m'étais jamais projetée de futur me concernant au-delà de l'âge de 24 ans. Je me disais ouais, quand j'aurai 20 ans je ferai ça, 21, 22, 23, 24, mais 25 j'étais jamais allée jusqu'à 25. Et j'ai aussi réalisé que ça correspondait également à la période où, poussée par la foi, du coup quand j'étais adolescente, j'ai commencé à lire et à me documenter sur les religions, jusqu'à ce que mes recherches aboutissent à mon choix définitif quelques années plus tard. L'expérience de la mort, de près ou de loin, nous rappelle en un sens à l'expérience de la vie ici-bas. C'est pourquoi j'ai décidé, en cette fin d'année, d'aborder cette question. Pourquoi est-ce qu'on peut avoir peur de la mort ? Bienvenue dans ce 23e épisode du podcast Se traiter en première classe. Dans cet épisode, nous allons parler bien sûr de la peur assez fréquente finalement de la mort, qu'elle nous concerne ou qu'elle concerne la peur qu'on peut avoir vis-à-vis du fait de perdre nos proches. Ensuite, on va évoquer les raisons qui peuvent nous pousser à développer cette peur de manière plus ou moins intense et les symptômes qui peuvent cacher une telle peur profonde. Parce que des fois, la personne, consciemment, elle ne va pas nous dire « j'ai peur de la mort », mais il y a certains symptômes qui trahissent cette peur qui a élaborée en fait. Et enfin, nous verrons des pistes de solutions pour gérer cette peur et même la transformer en force. Alors comme je vous disais, avoir des craintes lorsque la mort elle est évoquée, c'est plutôt normal. Ceci étant, force est de constater que cette crainte, elle peut parfois devenir invasive, voire obsessionnelle. Alors là, on parle plus juste de peur de la mort classique, si je peux dire ça comme ça, on parle de thanatophobie. Et si vous avez envie de briller pendant le repas
de ce soir ou de demain, sachez que le mot est formé à partir du grec ancien thanatos qui signifie la mort et phobia qui signifie la peur. Du coup, la thanatophobie se définit comme une peur irraisonnée et irrationnelle de la mort. Et ces deux adjectifs qualificatifs, autrement dit, signifient que ce sentiment, il est inadéquat à la situation dans laquelle on se trouve au moment où on est dans cette phobie, en fait, d'accord ? Dès lors, quand on est dans cette phobie, l'idée paralysante de mourir fait éruption de façon récurrente dans la pensée, au cours d'une journée, qu'on fasse la vaisselle, qu'on soit assis à son bureau, qu'on regarde la télé, et elle est, comme je vous disais, elle n'est pas liée à la situation qu'on est en train de vivre, mais elle est plutôt liée à un système de pensée et d'émotions qui nuit à la qualité de vie. Et je vous le rappelle encore, parce que comme je vous le disais, c'est normal en fait, dans une certaine mesure, c'est normal et c'est structurant même en termes de psychisme, de laisser la mort et son anticipation occuper une part qui est plutôt importante de nos pensées à certains moments de la vie. On dit que les psychologues disent que les enfants, ils intègrent en fait l'existence de la mort et le fait que ça touche tout le monde entre 6 ans et 9 ans. Et bon, après, c'est pas, selon, on va dire, selon les chercheurs, ça peut changer, les dates, si je peux dire ça comme ça, l'âge peut changer, mais grosso modo, c'est entre 6 ans et 9 ans. Et ce processus d'assimilation et de compréhension, il implique une préoccupation importante pour la mort. Autrement dit, quand on passe les 6 ans, 9 ans, en général, les enfants nous posent des questions vis-à-vis de la mort, etc. Et c'est important de leur donner des réponses et de ne pas esquiver le sujet. Parce que la crainte de la mort, en fait, elle est d'autant plus importante que les enfants, ils ont, en fait, à ce moment-là, donc je rappelle qu'ils sont... Alors, je rappelle, pas dans un rappel qui concerne le podcast d'aujourd'hui, mais c'est des choses que j'ai beaucoup répétées, que les enfants n'ont pas la même maturité intellectuelle, émotionnelle, psychologique, etc. que nous. Donc, ils ont aussi un rapport au temps qui est différent des adultes, et du coup, ça fausse leur évaluation de la survenue de la mort. Et notamment, on le voit dans ces âges-là, pour les personnes qui sont importantes pour eux, et du coup, ça peut être un peu anxiogène pour eux, mais c'est normal. Et du coup, comme je vous disais, sauf circonstances exceptionnelles, donc là, quand je vous dis circonstances exceptionnelles, c'est quand on vit un événement traumatique, deuil, etc. Eh bien, cette angoisse chez l'enfant, elle se résorbe, elle s'arrête en fait, elle s'atténue spontanément et c'est je le répète, une étape normale de notre constitution psychologique et émotionnelle qu'à un moment donné dans notre vie, avoir ces préoccupations-là. Concernant les symptômes, comme je vous disais tout à l'heure, il est possible qu'on ait des symptômes en fait, et quand on creuse, ça c'est quelque chose qu'on voit beaucoup en thérapie, quand on travaille en consultation individuelle, il est possible en fait que les personnes elles viennent avec des symptômes, mais que derrière ça cache, si je peux dire ça comme ça, un travail à faire sur justement la peur de la mort. Alors parmi ces symptômes-là, le fait d'avoir une exigence envers soi-même ou envers les autres qui est assez prononcée. Ça va se traduire par une psychorigidité, une rigidité qui est assez généralisée et une attitude où on est complètement intransigeant ou intolérant vis-à-vis de soi-même ou vis-à-vis des autres aussi. Il y a un autre symptôme qu'on observe souvent, c'est... Bon, alors c'est pas très surprenant, alors je sais pas, ça dépend, c'est biaisé, mais en tout cas les troubles obsessionnels compulsifs, donc ce qu'on appelle de manière plus commune les TOC, sont aussi parfois révélateurs d'une problématique autour de la peur de la mort qui est élaborée. L'hypocondrie, donc la peur d'être malade et de la peur de la maladie en fait. D'autres phobies, ça peuvent être liées aussi à la peur de la mort, comme la peur de la foule, la peur de l'avion, la peur de tomber malade. Et ça, du coup, forcément, quand on vit avec ces peurs-là, ces phobies-là, c'est très handicapant d'un point de vue social, professionnel, etc. et psychologique, évidemment. Des pensées négatives aussi, qui peuvent mener à la dépression. Des troubles du sommeil, comme des insomnies, des cauchemars, des terreurs nocturnes. Et l'impossibilité d'aller dans un cimetière, dans un hôpital ou dans des EHPAD, des établissements de soins, etc. ou juste de parler des démarches post-mortem. Alors quand je vous dis démarches post-mortem, c'est par exemple vous voulez parler avec un de vos parents ou un de vos proches de qu'est-ce que tu souhaiterais comme enterrement après ta mort, etc. Puis ce sont des personnes qui vont vous dire non, moi je veux pas parler de ça, non, ça me fait peur, etc. Donc là, des fois ça trahit effectivement une peur de la mort qui est prononcée et qui a besoin d'être élaborée. Un autre signe, ça peut être des troubles du comportement où on va avoir un peu
des comportements comme si on cherchait à défier la mort, si je peux dire ça comme ça. Ça peut se traduire par des conduites agressives envers soi-même ou envers les autres, des mises en danger, donc comme je vous dis, le fait de conduire très vite, d'aller dans des endroits hyper dangereux ou interdits au public, d'adopter des conduites à risque comme la consommation de drogue, alcool ou des pratiques sexuelles à risque. Et du coup là, c'est plus, voilà, c'est souvent la personne, elle est en mode, elle cherche à défier, je peux dire ça comme ça, la mort. Des troubles alimentaires, enfin, et des troubles anxieux, ça peut trahir aussi une peur de la mort, qui a besoin d'être élaborée. Et enfin, s'agissant des facteurs, alors non, pas enfin, c'est l'avant-dernier point, en fait, c'est surtout les raisons, entre guillemets, que je voulais les raisons qui font que, justement, je peux être en mode de pourquoi, en fait, est-ce que je peux avoir peur de la mort à un moment donné? Concernant ces raisons-là, je vais vous en proposer 7, ok? Donc, évidemment, ce sont probablement pas les seuls. Je vous invite d'ailleurs à partager vos hypothèses en commentaire depuis la plateforme de laquelle vous êtes en train d'écouter ce podcast, ou alors vous pouvez me rejoindre sur mon compte Instagram, @Emilie-Antoine, sous le post qui est dédié à ce podcast pour me partager. De toute façon, ça peut être vos hypothèses, vos ressources, votre avis sur le podcast, etc. Je suis toujours ravie de vous lire. La première raison, alors les 7 raisons, je les ai construites en fonction de mon inspiration, donc elles ne sont pas, n'ont pas de, comment dirais-je, il n'y en a pas une qui est pire que l'autre, ou voilà, ça c'est un truc que je vous dis souvent, mais voilà, elles sont liées forcément, mais elles n'ont pas d'ordre spécifique. La première raison que je vous propose, ce que j'ai observé souvent, c'est que quand on ne sait pas à quoi s'attendre concrètement après la mort, eh bien ça peut renforcer le fait d'avoir peur de la mort, justement, parce que derrière, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le besoin de spiritualité, de se poser la question de la vie après la mort, en fait, qui pointe le bout de son nez. Le fait de ne pas savoir ce qui se passe, ça peut être très anxiogène et ça peut alimenter justement cette peur de la mort. Notamment, la religion, elle nous donne des clés de compréhension sur ce qui se passe dans l'après. Ça permet justement mieux d'appréhender les choses avec forcément plus de connaissances, de sagesse, de certitude. Et comme je vous disais, c'est souvent un besoin qui arrive pendant l'enfance, l'adolescence ou la vie adulte lorsqu'il y a des naissances ou lorsqu'on est confronté à la mort de près ou de loin. La deuxième raison qui peut appuyer le fait qui peut expliquer pourquoi on a peur de la mort, donc la première raison c'est le fait de ne pas savoir à quoi s'attendre après la mort, en fait, de ne pas pouvoir se représenter psychologiquement, mentalement, ce que ça donne, voilà, ça peut appuyer en fait cette peur. La seconde raison que j'ai observée souvent, c'est que les personnes ont de la culpabilité, ressentent énormément de culpabilité vis-à-vis de certaines choses qu'elles ont faites ou qu'elles n'ont pas faites pendant leur vie ici-bas, si je puis dire, et elles ont peur de payer pour ça dans l'au-delà. Et en général, cette culpabilité, elle n'a pas été, élaborée. C'est des choses dont elles n'ont jamais parlé, qu'elles n'ont pas pu verbaliser sur ça, et du coup, on voit que quand elles sont dans un espace sécuritaire, si je peux dire ça comme ça, où elles se sentent en confiance pour pouvoir en parler, que ce soit en psychothérapie ou que ce soit dans un groupe de travail comme un coaching de groupe, etc., ça leur fait énormément de bien de pouvoir élaborer justement cette culpabilité. Est-ce qu'elle est légitime ou pas? Comment elles peuvent la rattraper, faire amende honorable, comme on dit, etc. Donc ça aide beaucoup par rapport à cette raison 2. La troisième raison que je voulais vous exposer, c'est souvent, on voit que les gens qui ont été exposés, donc souvent quand ils étaient enfants, à un événement traumatique, du genre accident de la route, ou alors, ce qui est assez fréquent aussi, c'est quand il y a eu des scènes de grande violence entre les parents, et que du coup, en tant qu'enfant, on a eu peur que par exemple son père tue sa mère, clairement, ça va jouer après sur la peur de la mort, en fait, parce que c'est quelque chose qui s'est... qui a été marqué, c'est un événement qui a marqué en fait le psychisme de la personne quand elle était enfant, et du coup cette peur, en fait, cette grande peur, elle peut justement avoir après continuer de nourrir cette peur de la mort, en fait. Et la quatrième raison que je voulais évoquer avec vous, je vais vous donner un exemple concret. Donc là, je l'ai appelé un blocage suite à une incompréhension situationnelle dans l'enfance. Je vous donne un exemple. C'est un exemple tiré de faits réels. Donc c'était une maman qui m'avait consultée parce que son enfant qui devait avoir, je ne vais pas vous dire de bêtises, entre 3 et 5 ans, excusez-moi l'expression, pétait des câbles, vraiment faisait des crises quand elle partait au travail. Écoutez bien, les termes sont
important. Quand elle partait au travail, quand sa mère, donc en tant que mère, elle disait à son enfant, je pars au travail, je pars voir mamie, je pars en course, eh bien, elle faisait des crises incroyables. Et, et quand on en a discuté, quand on a parlé du coup du décès de son mari et de comment il avait été expliqué à l'enfant, on a dit à l'enfant, papa est parti. Et donc, du haut de ces 3, 4, 5 ans, excusez-moi, je me rappelle plus exactement l'âge de l'enfant, mais du coup, l'enfant, il avait assimilé, c'est pour ça que je vous dis une incompréhension situationnelle dans l'enfance, et du coup, il y a un blocage qui s'est créé après par rapport au terme. C'était devenu, donc en fait l'enfant, avec son bagage intellectuel, émotionnel, ne faisait pas la différence entre papa, il est parti, donc il est plus là, il est mort, en fait, il est décédé, les gens pleurent, il a compris qu'il a plus ou moins commencé à intégrer que son père, il ne le reverra plus. Et du coup, sans se rendre compte, en fait, on lui disait maman elle est partie au travail, maman elle est partie en course, ou qu'elle-même elle employait ce terme, eh ben ça le mettait dans une grande détresse émotionnelle. Et c'est ça c'est ce que je voulais vous expliciter quand je vous parlais de la 4e raison, où c'était un blocage suite à une incompréhension situationnelle dans l'enfance. Les mots ont une grande importance. C'est aussi quelque chose que je vous rappelle énormément. La 5e raison que j'ai observée, alors avant de développer cette raison-là, je précise encore que avoir peur de la mort, c'est assez sain et c'est assez légitime. Notamment, en fait, avoir peur de la mort dans une certaine mesure, bien sûr, ça permet de rester prudente dans son quotidien et ça permet de fixer des limites aussi. Sans quoi, probablement qu'on se mettrait perpétuellement en danger. Et du coup, c'est assez classique de penser à la mort de temps en temps, tant que ça ne devient pas une obsession. Ça permet de mettre en lumière, de se recentrer en fait sur soi et de mettre en lumière les bienfaits de la vie. Cependant, et c'est là l'objet de ma 5e raison, quand on a de l'angoisse ou de l'anxiété qui sont poussées à leur paroxysme, alors là, la peur de la mort, elle peut devenir vraiment pathologique et handicapante. Parce que là, c'est vraiment une peur qui est excessive, intense et durable de la mort, ce qui provoque une anxiété qui est incontrôlable. À partir de pensées, en fait, d'idées qui sont irrationnelles, qui sont irraisonnées, irrationnelles, concernant sa propre mort ou celle de ses proches. Alors, ce qui est intéressant, si je peux dire ça comme ça, dans le cas de quand on est atteint d'anxiété, en fait, ou d'angoisse, c'est que, en général, ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup développé aussi dans les différents podcasts, c'est que souvent, derrière le fait de souffrir d'anxiété ou d'angoisse, il y a un rapport au contrôle, aux notions de contrôle et de maîtrise qui est biaisé, en fait. C'est qu'on est souvent... on vit dans ses peurs, en fait, et du coup, on est plus dans une optique où on essaye de tout contrôler, plutôt que dans une optique de tempérance où on essaye d'être dans la maîtrise de soi, d'accord ? On sait que notre existence, elle s'articule entre deux bornes qui sont le début et la fin de notre vie, en fait. Et vivre, finalement, quand on vit, on n'a pas d'emprise ni sur le début de sa vie, ni sur le fin de sa vie, a priori. Et du coup, il faut pouvoir aménager, en fait... l'espace, si je peux dire ça comme ça, entre le début et la fin qu'on ne contrôle pas, qu'on ne peut pas contrôler. Et cette absence de contrôle sur la vie et sur la mort, forcément c'est frustrant, et quand on a une problématique déjà qui est préexistante quant à la frustration, le contrôle, etc., ça peut donner lieu à des scénarios d'appréhension qui sont bien connus des anxieux, c'est-à-dire les Spielberg en puissance, si je peux dire ça comme ça. Parce que là, du coup, pour chercher à avoir un semblant de contrôle sur la mort, on va se faire des films, en fait, tout simplement. Mais là, la mort, ça fait partie des choses les plus incontrôlables. On sait que c'est un peu trash ce que je vais dire, mais même quand on fait une tentative de suicide, on n'est pas sûr de pas se louper, en fait, si vous me permettez l'expression. Et par conséquent, le fait la vie et la mort, ça fait partie des challenges où la survenue du lâcher prise, comme je vous disais tout à l'heure, le fait d'être plus axé sur la maîtrise de soi et pas dans le fait d'essayer de chercher à tout contrôler, dans la différenciation, en fait, entre cette maîtrise et ce contrôle, c'est très challenging. Et du coup, quand on est déjà anxieux, on est déjà angoissé, là, ça va être d'autant plus... ça va appuyer, en fait, cette peur de la mort, parce que on sait pertinemment que c'est quelque chose qu'on peut pas contrôler. Quand on est tout le temps dans le contrôle, c'est extrêmement... ça rajoute une circonstance aggravante, si je puis dire.
La 6e raison que je voulais évoquer avec vous, qui est très proche de la première, souvent, quand on arrive à un moment de sa vie, en fait, qu'on a eu la tête dans le guidon pendant un moment, parce qu'on était en mode études, travail, où on a suivi un peu un espèce d'ordre préétabli, et que du coup, on s'est un peu oublié, et qu'on sait pas pourquoi, pour qui on fait les choses, et que du coup, on se sent un peu, si je puis dire, vide de l'intérieur. Et autrement dit, on a besoin de donner du sens à sa vie, mais qu'on ne répond pas à ce besoin-là, eh bien, ça peut alimenter cette peur de la mort, parce que quand on ne donne pas de sens à sa vie, eh bien, j'ai fait le constat que souvent, ça accentue cette peur de la mort. Et la 7e raison que je voulais évoquer avec vous, souvent on observe que les personnes qui ont été conditionné par un tiers, c'est-à-dire un parent, la mère ou le père ou une figure d'autorité, autrement dit un éducateur, un prof, etc., qui avait lui-même la peur de cette mort, la peur de la mort, dans ce conditionnement, en fait, cet adulte peut nous avoir transmis sa peur. Auquel cas, c'est pas forcément une peur qui nous, qui nous appartient totalement, dans le sens où c'est plus des pensées, des croyances limitantes, etc., qui ont été transmises. Et souvent, alors du coup, ça se régule, si je peux dire ça comme ça, c'est lié en fait aux autres raisons dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais c'est aussi, souvent on constate que c'est une peur qui a été transmise et du coup on commence par travailler par la transmission, si je peux dire ça comme ça. Enfin, comment, et c'est peut-être la question que vous vous posez arrivé à ce stade du podcast, ok, c'est bien beau Émilie, tu nous as expliqué la peur de la mort saine, si je peux dire ça comme ça, la peur de la mort qui se transforme en phobie, les signes qui peuvent nous laisser comprendre qu'on est là-dedans, les raisons qui peuvent alimenter, si je puis dire, cette peur de la mort. Alors maintenant, comment on fait pour gérer la peur de la mort ? Donc il ne s'agit pas du tout, je pense que vous l'avez compris, de la dénier, d'être dans le déni par rapport à cette peur, mais c'est plutôt, je pense, d'accepter cette étape. D'accord ? Comment ? Je pense que c'est vraiment hyper intéressant et important à ce moment-là d'être dans l'analyse, sans jugement, en essayant de comprendre ses pensées, ses comportements, ses émotions. Donc c'est une vraie disposition, c'est une vraie compétence, hein, c'est quelque chose notamment qu'on travaille énormément dans le bootcamp MaPsyCampus. D'ailleurs, on va ouvrir une session en 2023, on ne sait pas encore exactement, mais si vous voulez rejoindre la liste d'attente du bootcamp MaPsyCampus, je vous invite à rejoindre la page www.mapsyenlichez-moi.fr/bootcamp et là, vous aurez l'opportunité de rejoindre la liste d'attente VIP, donc qui inclut un tarif préférentiel et un bonus pour celles qui décident de rejoindre la liste d'attente. Elles seront bien sûr prévenues avant l'ouverture officielle. Et comme je vous disais, comment on va faire pour commencer à gérer cette peur de la mort. Donc l'idée, c'est vraiment d'analyser sans jugement ses pensées, ses comportements, ses émotions, de rejoindre un espace en fait ou de parler avec des personnes avec qui on se sent à l'aise d'évoquer, de verbaliser sur la mort, en fait, tout simplement, sur la peur de la mort ou juste sur la mort, et d'avoir l'opportunité de prendre du recul sur ce qui nous fait vraiment peur. C'est des conversations je pense en tant que psy qu'on est souvent amené à avoir avec les personnes, tout en sachant que ce ne sont pas des conversations du quotidien. Donc ça fait poser des questions qui peuvent être très étranges, parce que quand on dit j'ai peur de la mort, on peut avoir peur de la mort pour différentes raisons. On peut avoir peur de souffrir pendant la mort, on peut avoir peur de ce qui se passe après, on peut avoir peur d'être seul. Enfin, je ne vais pas vous donner plein de mauvaises idées de pensées qui peuvent être anxiogènes, mais voilà, ça peut recouvrir une réalité qui est très vaste en fait. Et ça, on peut toucher du bout du doigt cette réalité-là, soit en parlant avec une personne de confiance dans un groupe, etc., soit en écrivant. Et je pense que la meilleure manière, si je peux dire ça comme ça, et ça va peut-être vous surprendre, de gérer sa propre peur de la mort ou même la peur de ses proches, c'est vraiment de décider de se traiter en première classe. Qu'est-ce que j'entends par là ? De prendre le temps de se poser et de mettre du sens à son existence. De faire le point sur sa vie, sur qui on est, sur son identité, sur ses croyances, qu'elles soient limitantes ou pas, sur ses blocages,
C'est bien ce qu'on fait d'ailleurs lors du bootcamp Ma Psy Campus. Et vraiment de prendre le temps de faire ce point sur sa vie avec conscience, avec bienveillance, en étant dans une posture de femme responsable, en se posant les questions suivantes en fait. Souvent parce que la mort, comme on dit, c'est le grand rappeleur. Quelles sont mes priorités? Qu'est-ce qui est important pour moi? Quelle direction cohérente je veux donner à mon existence? Est-ce que justement je mets en place de manière... Qu'est-ce que je décide de mettre en place de manière active et sensée, c'est-à-dire de manière... les actions concrètes que je vais mettre en place, justement, qui sont sensées, qui ont du sens vis-à-vis de mes principes et de mes valeurs, en fait, pour que je sente que mon existence, en fait, elle est pertinente, si je peux dire ça comme ça. Et quel regret potentiel je peux avoir, quel regret, quel remords je peux avoir potentiel, et comment je voudrais justement, encore une fois, agir de manière responsable, bienveillante, pragmatique pour, entre guillemets, alléger ma conscience dans le sens où je fais ma part de manière responsable, si je peux dire ça comme ça. C'est ce que j'entends vraiment par le fait quand je vous dis décider de se traiter en première classe, c'est vraiment ça en fait. C'est donner le droit à sa personne de se poser pour faire le bilan de sa vie, pour mieux appréhender non seulement le début, c'est en rétrospective, le pendant, et puis la fin de sa vie en fait, et quand on est sur notre lit de mort, si je puis dire, nous dire ok, je pars entre guillemets l'esprit tranquille et je confie mon trépas et mon au-delà à mon créateur, tout en ayant fait les causes de mon côté, en étant sereine. J'aimerais à donner un tournant à ta vie et à embrasser pleinement l'idée de te traiter en première classe, je t'invite à rejoindre Ma Psy Campus. C'est le pas décisif vers une version de toi-même plus sereine, plus confiante, plus épanouie. Sur Ma Psy Campus, tu commenceras par découvrir les fondations de la maîtrise mentale et de la gestion émotionnelle, posant ainsi les bases saines de ton évolution. Ensuite, tu embarqueras sur un voyage transformateur qui te révélera comment accueillir ton unicité et cultiver une paix intérieure face aux défis de la vie. Tu apprendras à forger de la confiance et à vivre en harmonie avec ta nature profonde, tout en affirmant tes convictions, tes valeurs, tes principes avec bien plus d'assurance. Tu recevras les clés pour prendre des décisions judicieuses et structurer ta vie de façon à ce qu'elle reflète fidèlement tes aspirations, tes valeurs et tes principes. Tu seras guidé vers la maîtrise de ta sérénité intérieure et l'expression de ta grâce naturelle. Je te fournirai, étape par étape, une méthode pour devenir une femme non seulement capable d'agir conformément à ses ambitions, mais aussi de célébrer son épanouissement personnel, professionnel et spirituel. Avec ma méthode alliant la profondeur de la psychologie à un coaching de déclic garanti sans blabla, New Age, sectaire, ésotérique, tu passeras de la théorie à la pratique, te dotant des outils nécessaires pour une évolution tangible. Et c'est sans risque. Si après avoir activement participé et suivi tous les modules, les rendez-vous individuels, les rendez-vous groupés, de coaching, de cercle, en live ou en replay, et planter les graines des exercices proposés, tu ne constates aucune amélioration, nous nous engageons à te rembourser intégralement. Le seul risque que tu prends en nous rejoignant sur Ma Psy Campus, c'est de te transformer en une version plus épanouie, plus confiante, plus sereine de celle que tu es. Pour commencer ce voyage transformationnel, rends-toi sur mapsyenligne-moi.fr/mapsycampus, MAPSYCAMPUS. Ensemble, sur Ma Psy Campus, nous allons débloquer ton potentiel et te guider vers une version de toi inspirée et inspirante. Tu es la première personne à bénéficier du crédit que tu accordes à ton existence. À très bientôt sur Ma Psy Campus.